Bonjour tout le monde, je suis Fred du Joker Pop Ludique et bienvenue à votre émission Top Ludique. Aujourd'hui, on a une thématique initiation aux jeux de stratégie. On parlera donc pas du jeu Joke de papa. Je cherche encore la stratégie là-dedans. Vous êtes rendu au stade où vous vous dites « Hey, il y a l'air d'avoir plein de jeux intéressants, mais c'est intimidant, je ne les connais pas, c'est des jeux de stratégie, ça peut durer des heures. Par quoi est-ce que je vais commencer? » Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 jeux qui peuvent être des premiers jeux d'initiation à la stratégie. Donc, on commence par ça avant d'aller dans des jeux plus complexes. Commençons tout de suite avec le jeu Lucky Number. Lucky Number, de loin le jeu le plus simple parmi ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. On commence par lui. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. On retrouve donc dans la boîte des plaquettes de jeu, une par joueur actif. On va supposer qu'on n'est que 2 joueurs dans cette partie. Et on retrouve des pastilles numérotées de 1 à 20, des nénuphars même pour aller avec la thématique du jeu, mais soyons francs, la thématique n'est pas très présente. Donc, je mets autant de séries de nénuphars de 1 à 20 qu'il y a de joueurs. En ce moment, j'ai 2 joueurs. J'y vais donc avec 40 pièces, donc 2 fois 1 à 20, que je vais venir mélanger et retourner à l'envers. Le but du jeu, on va vouloir être le premier à remplir notre grille au complet en plaçant les différents chiffres qu'on va piger en respectant les règles de placement. Pour commencer la partie, on va venir chercher 4 pièces de façon aléatoire qu'on va venir positionner sur notre grille, sur les 4 nénuphars illuminés. Par la suite, on va venir soit prendre un chiffre parmi ceux qui sont visibles, au début il n'y en a pas, je vais expliquer tantôt dans quelles circonstances il y en aurait, ou venir en piger un au hasard. Donc par exemple, je viens piger un chiffre au hasard, j'arrive sur le chiffre numéro 9. Ma règle de placement est que je dois tout le temps faire en sorte que sur une ligne ou sur une colonne donnée, les chiffres sont en ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Par exemple, le numéro 9, je pourrais ici venir le placer sur la colonne ici, puisqu'il est plus grand que mon numéro 4 et plus petit que le 10, le 16 ou le 18, mais je ne pourrais pas venir le placer ici, puisque le 10 est supérieur à 9. Même principe dans la rangée du haut, je peux venir le placer n'importe où puisqu'il est supérieur à 4 mais inférieur aux 3 autres nombres, mais je ne pourrais pas venir le descendre puisque là, il se retrouve à être inférieur à 10 qui est avant lui. Mon adversaire ferait la même chose, je reviens à mon tour, je pige la tuile numéro 3. Tuile numéro 3, malheur, je ne peux pas la placer nulle part puisque mon 4 est ici. Je ne peux pas mettre un 3 qui est inférieur à la valeur de 4 à aucun des endroits actuels qui respecteraient la contrainte de placement. Une fois que je sais que le numéro 3, je ne pourrais pas le mettre en place, 2 possibilités s'offrent à moi. Je pourrais remplacer une de mes tuiles existantes. Je pourrais venir prendre le numéro 4 et remplacer par le numéro 3, ce qui me donne des possibilités parce que plus tard, je pourrais prendre la 4 et venir la placer là. Ou bien, je pourrais simplement rejeter la numéro 3. Si je rejette la numéro 3, je le mets dans la pioche face visible ou si je la remplace par le numéro 4, c'est la numéro 4 que je vais mettre dans la pioche face visible. Ce qui fait en sorte que le tour suivant, je pourrais prendre le numéro 4, venir le placer ici et voilà, tout va bien. Bien sûr, le gagnant ou la gagnante est la personne qui remplit sa carte en premier. Lucky Number est un jeu de 1 à 4 joueurs de 8 ans et plus d'une durée d'environ 20 minutes. Comme vous pouvez le constater, Lucky Number est vraiment un jeu d'introduction à la stratégie. C'est-à-dire, oui, il y a un côté stratégique de à quel endroit je vais placer mes tuiles, est-ce que je vais plutôt la remplacer, est-ce que, au contraire, je ne donne pas une tuile trop facile à mon adversaire, donc je suis mieux de la positionner même si ça ne fait pas mon affaire. Mais d'un autre côté, c'est d'une simplicité incroyable. Alors, ça va plaire à n'importe quel type de joueur, que ce soit un joueur qui n'a jamais joué à des jeux stratégiques ou un joueur qui veut simplement se reposer l'esprit un peu et y aller d'un jeu un peu plus léger. Pour ces raisons, je donne à Lucky Number la note de 7 sur 10. C'est un bon jeu, mais ça reste un petit jeu. Notre deuxième jeu de cette série de jeux d'initiation à la stratégie est Les Charlatans de Belcastel. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est un jeu très populaire. Voyons ce qui se trouve à l'intérieur. Faites pas le saut, il y a beaucoup plus de matériel que les autres jeux que j'ai présentés jusqu'à présent dans cette émission, mais il en vaut vraiment la peine. On va retrouver
un sac dans lequel on va pouvoir venir piger de façon aléatoire les ingrédients qu'on va acheter et mettre dans ce fameux sac, une piste que chaque joueur va avoir dans laquelle on va venir positionner nos ingrédients pour savoir combien de points on fait, une traque de score, donc on vient indiquer notre pointage au fur et à mesure, et une panoplie de petits ingrédients. Je vais vous ouvrir les sacs dans quelques secondes, ainsi que les livres qui nous indiquent les effets de ces ingrédients. On démêle tout ça et on revient. Voilà, mes ingrédients sont en place. À noter que je ne les ai pas tous mis pour les besoins de la cause. C'est simplement pour vous montrer le jeu. Ça va être une mécanique de bag building, donc de construction de sacs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Je vais de tour en tour pouvoir acheter de nouveaux ingrédients que je vais venir mettre dans mon sac. Et ça va faire en sorte que je vais pouvoir repiger ces ingrédients-là par la suite pour faire de plus en plus de points puisque les ingrédients que je vais acheter sont bien meilleurs que les ingrédients que j'ai initialement dans mon sac. Le but étant de faire des potions. C'est également un jeu de pousse ta chance, c'est-à-dire que parmi les ingrédients que j'ai, il y a certains ingrédients qui sont blancs. Les ingrédients blancs ont une valeur de 1 à 3 points et si jamais je sors plus de 7 points avec mes points blancs, je vais malheureusement rater ma potion et faire aucun point ce tour-ci et ne pas aller me chercher d'ingrédients. Je vais devoir pousser ma chance, donc me dire à chaque fois, est-ce que je veux piger davantage d'ingrédients en sachant que là, je suis rendu à 3 points blancs, un 4e point blanc, oh là là, je viens de piger un orange, super, ça me donne un 5e point, ça va me donner de l'argent pour pouvoir m'acheter d'autres ingrédients. Les ingrédients ont des effets que je ne vous explique pas, on va alléger les règles quand même. Sachons seulement qu'à tout moment, je peux arrêter ou décider de continuer de piger. Comme par exemple ici, je viens de piger, oh là là, un 2 blanc. À ce moment-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 points blancs d'accumuler sur le plateau. On s'entend qu'à 7 ou plus, je dépasse et j'ai 0 points. À ce moment-là, mon choix serait d'arrêter. Je vais venir compter les points que j'ai faits. Ça me donne de la monnaie pour aller acheter de nouveaux ingrédients. Donc, avec mon argent, je vais dire « Ah, j'achète ça, j'achète ça ». Je viens mettre mes nouveaux ingrédients dans le sac avec tous les ingrédients que j'avais précédemment, ce qui fait en sorte que par la suite, les tours suivants, je vais avoir de nouveaux ingrédients, donc moins de chances de tomber sur les fameux ingrédients blancs et plus de chances de faire plus de points afin d'aller chercher de meilleures potions et faire plus de points de victoire également. Après quelques tours, on est d'accord que je vais avoir de plus en plus d'ingrédients dans mon sac, donc de moins en moins de chances de tomber sur les blancs. Ça fait en sorte que je vais pouvoir développer des potions plus complexes en mettant plus d'ingrédients en jeu et donc avancer plus dans ma spirale que ce que je pouvais faire dans les premiers tours. C'est également la façon dont on va faire les points de victoire. C'est-à-dire que, vous voyez sur le plateau, les petits chiffres en blanc représentent les points de victoire qu'on va avoir lorsqu'on arrive à cet endroit. Donc, si je décidais, par exemple ici, d'arrêter à cet endroit, je regarde en dessous, je suis rendu à 4 points de victoire que je vais pouvoir venir me mettre sur la grille de pointage immédiatement. On retrouve donc sur le plateau central commun à tous les joueurs notre piste de points de victoire, donc où est-ce qu'on est rendu à travers les différentes manches. De plus, on va également y avoir les effets de d'autres éléments dans le jeu dont je vais vous épargner les détails. Le but ici n'étant pas d'expliquer le jeu au complet puisque c'est des jeux quand même plus lourds que je vous explique aujourd'hui. Vous comprendrez que le but du jeu, en plus de faire le plus de points de victoire bien sûr, est de s'acheter une multitude d'ingrédients variés qu'on va venir placer dans notre poche selon notre stratégie. Par la suite, lorsqu'on va ressortir ces ingrédients, leurs effets vont être appliqués en fonction de la couleur de l'ingrédient. Donc, on va pouvoir faire des combinaisons en se disant « Ah, d'après moi, je vais souvent sortir du vert et du orange et ça va bien ensemble, donc je vais me concentrer sur l'achat de ceux-ci. » Alors qu'un adversaire pourrait dire « Ah, moi, je vais y aller dans une autre stratégie et prendre d'autres couleurs d'ingrédients. » Bref, les stratégies sont très variées, qui rend le jeu très intéressant. Les Charlatans de Belcastel, un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, pour une durée d'environ 45 minutes. Les joueurs vont donc enchaîner 9 manches de cette façon, donc 9 potions qu'on va créer. À la fin, la personne qui a réussi à faire le plus de points va être bien souvent la personne qui va l'emporter. Un jeu super intéressant, vraiment varié. Je sais qu'il peut être un peu plus intimidant de la quantité de matériel que j'ai sorti sur la table, mais croyez-moi, c'est vraiment un jeu qui mérite de s'y attarder. Donc, si vous ne voulez pas lire les règlements qui sont un peu intimidants, allez écouter sur Internet un vidéo règle qui va vous expliquer dans le détail comment y jouer et vous allez voir que finalement,
c'est vraiment très simple. On ne fait que piger, pousser notre chance et espérer se rendre le plus loin possible avant d'atteindre le fameux 7 points de blanc qui peut nous faire tout perdre. Globalement, je donne une note de 8,5 au charlatan de Belcastel. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement, une mécanique simple avec le pouce ta chance, mais une profondeur quand même très intéressante grâce à la variété des ingrédients. Je vous conseille de l'essayer, ça va être un succès assuré pour vous et votre groupe d'amis. On y va maintenant avec un jeu plus léger, avec Raptor, un jeu asymétrique à 2 joueurs, superbe jeu de stratégie. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Dans Raptor, règles, nous avons un plateau pour chaque joueur qui va être simplement un plateau qui va rappeler tous les effets qu'on peut faire dans le jeu. Très utile parce que ça va quand même être beaucoup d'informations à assimiler. On a également un petit plateau qu'on va devoir venir composer de nos 6 tuiles, plus des tuiles de sortie de part et d'autre pour se faire un plateau final. À noter que le plateau est réversible, donc on peut mettre d'un côté ou de l'autre en fonction de si on veut jouer dans la forêt ou dans le désert. Ça n'a aucun effet autre que l'esthétisme du jeu. Par la suite, on va retrouver un paquet de cartes pour les dinosaures, un paquet de cartes pour les scientifiques, des jetons de feu, je vous explique tantôt, des figurines pour justement représenter nos dinosaures et nos scientifiques, donc la mère dinosaure avec ses bébés et les méchants scientifiques qui veulent attraper ceux-ci. Et puis des rochers pour venir mettre un peu de relief à notre carte. Donc on va avoir des endroits spécifiques où il n'y a pas de cercle, qu'on va venir y placer des rochers qui vont être des obstacles pour le jeu, afin que celui-ci soit un peu plus stratégique. Une fois qu'on a fini de monter nos rochers, c'est tout ce qu'on retrouve dans la boîte. On est prêt à y aller pour les explications. Notre mise en place est faite. Nous avons donc des scientifiques qui apparaissent de part et d'autre du plateau. Les dinosaures, la mère est sur un plateau et on a les bébés qui en a un par section de jeu. Comme je l'ai dit, c'est un jeu asymétrique. Donc, les objectifs d'un et l'autre des joueurs ne seront pas les mêmes. Du côté des dinosaures, le but va simplement être de réussir à manger tous les scientifiques ou de faire en sorte que 3 de nos bébés se sauvent du plateau. Du côté des scientifiques, le but du jeu est de capturer 3 bébés raptors ou de réussir à endormir la mère grâce à des flèches tranquillisantes. Lorsqu'on est prêt à jouer, on va chacun prendre 3 cartes de notre pioche et parmi ces 3 cartes, choisir celle qu'on désire jouer. Par exemple, je suis les dinosaures, j'ai le 4, le 7 et le 6 et chacune de ces cartes est associée à un effet spécial. Donc, je pourrais choisir de jouer ma numéro 7 qui a pour effet de retirer 3 jetons tranquillisants de la mère. Donc, 3 des fois qui s'est fait tirer dessus puis qu'elle a accumulé des balles tranquillisantes, je les retire. Par contre, c'est très difficile à jouer, on va comprendre pourquoi. Donc, je la joue secrètement. De son côté, le scientifique joue également une carte. Lorsque les deux, nous avons décidé nos cartes, on les dévoile. Donc, je dévoile ma carte numéro 7. Le scientifique, de son côté, dévoile la carte numéro 8. J'ai été chanceux. Pourquoi? Parce que seulement la carte la plus faible, donc de plus faible valeur, va jouer son effet. Alors, dans mon cas, je joue l'action de retirer les 3 flèches. Le scientifique, lui, de son côté, vu qu'il a joué la carte la plus élevée des deux, ne pourra pas jouer l'effet spécial de sa carte. Il va jouer un nombre générique d'actions qui égale la différence de nos 2 cartes. Par exemple, ici, il y a la 8, j'ai la 7, donc il y a seulement un point de différence entre les deux. Il va pouvoir jouer une action générique. Qu'est-ce que je veux dire par action générique? Le scientifique va pouvoir se déplacer, tirer sur la mère si elle est en ligne droite à lui, se relever s'il a été effrayé, bref, des actions qui ne requièrent pas d'habilité spéciale. Lorsqu'on compare les 2 cartes, il y a toujours la carte de valeur la plus faible qui va jouer son pouvoir spécial et la carte de valeur la plus haute qui va jouer un nombre d'actions égal à la différence entre les 2 cartes. À noter que les cartes sont numérotées de 1 à 9 et lorsqu'on a utilisé celles-ci, elles sont défaussées jusqu'à ce qu'on ait joué notre paquet de cartes au complet. Donc, on peut se souvenir, ah oui, mon adversaire tantôt, il a joué déjà la carte 7, 8, donc je pourrais jouer ma carte 5 sans trop avoir de risque et puis que ce soit la plus élevée. Raptor est un jeu de 2 joueurs seulement, âgés de 10 ans et plus, d'une durée d'environ 30 minutes. Mon appréciation de Raptor, personnellement, j'aime beaucoup les jeux asymétriques. C'est pourquoi je donne une note de 7,5 à ce jeu que vous devez découvrir.
Notre quatrième jeu de cette série de jeux d'initiation à la stratégie est Canva. Canva, vous le voyez tout de suite, c'est un magnifique jeu. Un jeu qui va ressembler à un tableau. D'ailleurs, petit fait anecdotique, on peut venir y mettre un clou à l'arrière et le mettre comme décoration chez nous. Alors, ça fait une toile. Mais au-delà de la boîte, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Des règles, on commence à être habitué. Des pions qui vont nous donner des points de victoire si on réussit des objectifs. Des cartes translucides qu'on va pouvoir empiler les unes sur les autres pour effectuer nos toiles. Je vous avoue que c'est intriguant. Un sac de jetons qui représente des palettes de couleurs, puisqu'on est dans un jeu d'artiste, on se le rappelle. Le plateau de jeu, qui n'est pas en carton, qu'on voit peu souvent. Des cartes d'objectifs, donc les objectifs vont changer d'une partie à l'autre pour plus de rejouabilité. On n'aura pas tout le temps des points en faisant les mêmes combos. Et finalement, des cartes dans lesquelles on va venir justement concevoir nos œuvres d'art. Donc, c'est des cartes dans lesquelles on vient glisser nos cartes semi-transparentes, semi-translucides que l'on a achetées afin de venir effectuer nos toiles. Nous avons ici ce qui pourrait être une mise en place pour commencer la partie. On va retrouver divers éléments qu'on peut venir chercher pour, comme je le disais tout à l'heure, venir agrémenter notre toile. On a également des objectifs. Donc, les objectifs, par exemple, ici, ça nous dit, j'ai l'objectif variété. Donc, si je réussis dans ma toile à avoir chacun des symboles, donc la sphère, le carré, le triangle et la sphère multicolore, ça va me donner une médaille. Les médailles, si je réussis à en avoir une, c'est 4 points de victoire à la fin. Si j'en ai 2 de cette couleur, c'est 8 points de victoire. Et si j'en ai 3, c'est 13 points de victoire. Donc, on s'entend que j'essaie d'avoir le plus de médailles possible puisque c'est exponentiel à quel point ça va me donner des points à la fin. Ici, on va avoir par exemple un objectif qui me dit que si j'ai une sphère multicolore et un triangle non adjacent sur mon tableau, je vais faire des points, etc., etc. Et celle-ci, je peux l'avoir plusieurs fois. Donc, si j'ai le multicolore, le triangle, suivi du multicolore et du triangle, mais séparés l'un et l'autre, eh bien, je vais réussir à aller chercher plusieurs médailles dans la même toile. La première va toujours être gratuite. Donc, si je veux aller chercher celle-ci, je la prends, je la joue et voilà, simple comme ça, on va venir décaler chacune des parties du tableau et en rajouter une nouvelle. Lorsque ça va revenir à mon tour, si la gratuite ne m'intéresse pas et que je veux plutôt aller chercher, supposons, la troisième ici, je vais devoir, dans ma collection personnelle de palettes artistiques, je vais devoir venir en défausser pour chacune des cartes dont je passe par-dessus. Donc ici, je voulais la troisième carte, donc j'ai dû gaspiller 2 palettes pour passer par-dessus les 2 premières et aller chercher la troisième. Si moi ou un de mes adversaires va chercher une des premières cartes sur laquelle il y a déjà une palette, celle-ci va être récupérée. Donc, je vais venir chercher notre jeton ici qui va me permettre d'accumuler ces jetons et de sauter par-dessus des cartes dans le futur. Alors ici, ma deuxième carte, je vais venir la positionner. Là, jusqu'ici, ça va bien. Il n'y a rien qui rentre en conflit. On se rend compte que lorsque je viens créer mes tableaux, en bas, ça va me donner les symboles qui étaient les symboles que j'avais besoin pour accomplir les objectifs. Ici, je me retrouve à avoir la sphère, le triangle, la sphère multicolore et le carré. Donc, j'aurai l'objectif variété qui me demande de faire ceci. Je vais pouvoir venir insérer jusqu'à 3 cartes translucides par tableau. En ce moment, j'en ai seulement 2. Mais je vais devoir faire attention parce que si, par exemple, au prochain tour, je prends celle-ci que je viens placer par-dessus, je viens d'écraser mon carré. Donc, lorsque je regarde mes symboles disponibles, j'ai la sphère, le triangle, la multicolore. Oh, j'ai plus de carré, donc je ne fais plus l'objectif variété. Alors, je n'aurai pas la médaille pour cet objectif. Je vais peut-être avoir des médailles pour les autres objectifs, mais on s'entend que si, au contraire, j'avais décidé de venir inverser et mettre mes cartes comme ceci, je me retrouve à avoir encore tous mes objectifs pour le variété, en plus d'optimiser sur certains autres objectifs. Donc, la façon dont je vais venir superposer mes cartes translucides va impacter si oui ou non je réussis à faire mes différents objectifs. Un élément vraiment intéressant du jeu, complètement inutile pour la mécanique, mais qui donne un petit oomph supplémentaire, c'est qu'une fois qu'on a terminé un tableau, on a le titre de celui-ci, puisque chacune des cartes a une portion de titre. Par exemple, ici, j'aurais
la paisible précarité. Ici, sur mon deuxième tableau, j'ai plutôt une divine capitulation. On s'entend que ça n'amène rien de plus à la mécanique, ça ne nous donne pas de point de victoire à rien, mais c'est le genre de petits détails qui fait en sorte qu'on se rend compte que le jeu a vraiment été bien pensé, qu'il est allé au bout de sa thématique et c'est quelque chose qui me plaît particulièrement dans les jeux. La partie va se terminer lorsque chacun des joueurs va avoir complété 3 tableaux. Soit dit en passant, mon dernier tableau s'appelle Lumineuse Attraction. À ce moment, on vient calculer nos points de victoire en fonction des médailles qu'on a ramassées. On se souvient que plus on a de médailles d'une même couleur, plus ceux-ci vont être payantes et le joueur ayant le plus de points va terminer la partie. Canva est un jeu pour 1 à 5 joueurs âgés de 10 ans et plus d'une durée d'environ 30 minutes. Personnellement, je trouve que la thématique au niveau du jeu a été intégrée de façon sublime. Du cadre qu'on peut accrocher jusqu'au nom des tableaux qu'on conçoit, ils ont vraiment tout pensé pour qu'on soit dans un univers artistique et qu'on ait du plaisir à y jouer. C'est pour cette raison que je donne au jeu Canva une note de 9 sur 10, un jeu que je trouve particulièrement joli. Notre dernier jeu d'introduction à la stratégie est le jeu Takenoko. Tenez-vous bien, c'est un jeu magnifique. Les composantes sont incroyables et on le découvre à l'instant en ouvrant la boîte. Dès le départ, on se rend compte que le manuel d'instruction est fait sous forme de bande dessinée. Donc, on va avoir une introduction qui nous explique un peu l'histoire, donc qui nous met en situation. Une attention quand même particulièrement agréable. Par la suite, nous allons découvrir des tuiles qui vont nous permettre d'élaborer au fur et à mesure qu'on va y jouer notre carte. Donc, on commence seulement avec le jardin central et par la suite, c'est les joueurs qui vont venir choisir les tuiles qui seront mises en place. Donc, on a des tuiles de 3 couleurs, verte, jaune et rose. On découvre aussi des pièces de bambou que je vais laisser principalement dans la boîte, mais sachons qu'on va pouvoir venir faire croître du bambou sur nos tuiles. On retrouve des plateaux de joueurs pour chaque joueur actif, des cartes d'objectifs que je vous expliquerai tout à l'heure et nous avons également un dé qui va nous servir à déterminer la météo du jour et finalement des petites figurines très jolies du panda et du jardinier qui se promènent dans le jardin. Donc, le panda essaie de venir manger les bambous alors que le jardinier, au contraire, lui, veut faire croître les bambous. Takenoko est un jeu dans lequel on va vouloir faire le plus de points possible grâce à des objectifs secrets. Il existe 3 styles d'objectifs différents. Des objectifs dans lesquels on va devoir manger du bambou grâce au panda. Donc, on va pouvoir déplacer celui-ci sur des cases et venir remplir son ventre de bambou. D'autres objectifs qui sont plutôt en lien avec les bambous qui vont croître. Donc, par exemple, ici, si j'ai 4 de haut sur un espace irrigué de couleur verte, je vais faire 4 points de victoire. Et des objectifs en fonction du terrain que l'on établit. Gardons en tête ces 3 objectifs, je vais y revenir plus tard. À notre tour de jeu, la première chose qu'on veut savoir, c'est la météo qu'il va faire. Je ne vous explique pas dans le détail chacune des météos, je vous dis simplement qu'il faut brasser le dé et dans ce contexte spécifique, on retrouverait un dé avec une éclair, donc une journée avec une tempête, ça fait peur au panda. Le panda va s'affoler et vous allez choisir à quel endroit il va se cacher. Par exemple, je lui dirais, viens te cacher ici et par le fait même, ramasse un morceau de bambou que je vais mettre dans mon ventre. Alors, je viens de ramasser un morceau de bambou vert qui est une portion de mon objectif secret, on se rappelle, car si j'ai 2 morceaux de bambou vert dans mon ventre, je fais 3 points de victoire, mais ça, les autres ne le savent pas pour l'instant. Une fois que la météo est établie, je dois choisir 2 actions parmi les 5 actions possibles. Nous allons donc pouvoir prendre des tuiles. On en choisit 3 tuiles et parmi ces 3 tuiles, on en prend une qu'on va venir mettre en jeu en espérant bien sûr faire nos objectifs secrets en lien avec les terrains. Par exemple, je prendrai les 3 tuiles sur le dessus. J'aurai le choix de placer une verte, une jaune ou une rose. Je prends la verte puisque secrètement, mon objectif est de venir coller 3 tuiles vertes ensemble en ligne. Si je réussis plus tard dans la partie à venir mettre une autre tuile verte au bout de ces 2-là ici et que les 3 sont irrigués, je vais réussir mon objectif. Deuxième action disponible, je pourrais venir chercher des canaux d'irrigation. Car c'est bien beau positionner le jeu de cette façon, mais on va devoir irriguer nos tuiles pour que du bambou puisse y pousser. Pour l'instant, lorsque je choisis de faire l'action, je vais simplement venir les mettre
en réserve sur mon plateau de jeu et par la suite, je pourrais venir récupérer un ou plusieurs canaux que j'ai précédemment ramassés pour pouvoir venir les positionner sur le jeu et irriguer diverses tuiles pour y faire pousser du bambou. Troisième action disponible, je peux avancer le jardinier. Le jardinier va aller en ligne droite dans la direction de mon choix. Par exemple, je pourrais venir ici et lorsqu'il atterrit sur une case, si la case est irriguée, je vais venir y faire pousser du bambou. Et si autour de cette case, il y a d'autres cases de la même couleur qui sont également irriguées, eh bien, toutes ces cases également vont avoir du bambou qui vont pousser. Par exemple, si je bouge le jardinier, que je le déplace ici, la case rose ici aura son bout de bambou, alors que la case adjacente qui est rose également et qui est irriguée aura également son bout de bambou. Les bambous vont pouvoir aller jusqu'à une hauteur de 4 de haut. Notre quatrième action est de déplacer le panda. Le panda, de la même façon que le jardinier, se déplace en ligne droite. Donc, je ne pourrais pas venir ici puis tourner là pour aller manger le jaune, malheureusement. Mais je pourrais partir en ligne droite jusqu'au rose ici, par exemple, pour venir en manger une partie et le mettre, encore une fois, dans mon ventre. On se rappelle qu'on veut ces morceaux de bambou pour récupérer des objectifs secrets. Et finalement, la cinquième action disponible est d'aller chercher une carte objectif supplémentaire. On ne verra pas les cartes, ils vont être face cachée, mais on va savoir c'est quel style d'objectif en voyant le verso. Donc, on sait si on veut un objectif de bambou qu'on mange, de bambou qui pousse ou de tuiles de terrain. C'est ces objectifs qui vont déterminer la fin de la partie, puisque lorsqu'on atteint un certain nombre d'objectifs, qui varie en fonction du nombre de joueurs qui jouent, on va atteindre la fin de la partie. Par exemple, à 4 joueurs, dès qu'une personne réussit son 7e objectif, on vient mettre fin à la partie. Il va rester un dernier tour de table. Puis ensuite, on compte les points. Les points seront les points indiqués sur les objectifs. Alors, ce n'est pas parce que je suis le premier à terminer mes objectifs que je vais nécessairement gagner, puisque les objectifs vont de 2 à 6 points. Donc, un joueur peut avoir beaucoup moins d'objectifs, mais malgré tout, avoir le meilleur score. Takenoko est un jeu de 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus, durant en moyenne 45 minutes. Ce que j'aime particulièrement de Takenoko, c'est le fait qu'on joue tous sur le même plateau. Donc, on doit essayer de faire nos objectifs personnels tout en s'adaptant avec les mouvements que nos adversaires vont faire. Si par exemple, mon but est de faire croître un bambou de 4 de haut vert et que 2 de mes adversaires, leur but est de manger du bambou vert, on s'entend que je vais avoir beaucoup de misère à atteindre cet objectif précis. C'est un jeu qui, malgré le fait qu'il y a plusieurs actions disponibles à notre tour, on parle de 5 actions, on se souvient, reste très simple dans sa stratégie. Je l'apprécie particulièrement, je le trouve joli, je trouve qu'il y a un beau wow quand je le montre sur les tables et pour ces raisons, je donne un 8 sur 10 à Takenoko. C'est ce qui fait déjà le tour de nos jeux d'initiation à la stratégie. Je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu plus complexe comme jeu. J'ai pas eu le temps d'expliquer toutes les règles pour la plupart, mais c'est tous des jeux qui valent vraiment la peine de s'y attarder. Je vous conseille vivement de soit aller dans un pub ludique près de chez vous, vous asseoir, prendre un drink et laisser l'animateur faire tout le travail de vous l'expliquer, ou si vous êtes dans le confort de votre maison, de partir un vidéo-règle sur Internet afin de vous le faire expliquer. Parce qu'un jeu, c'est beaucoup plus clair lorsque quelqu'un vous en parle que lorsqu'on lit les règles d'instruction, surtout lorsqu'on n'est pas habitué de lire des fameuses instructions. Je vous recommande donc, si vous voulez vous initier à la stratégie, de porter un œil particulier à ces titres et on se voit au prochain épisode de Top Ludique!